ça, vous ne connaissez pas Wakfu? Eh ben, je peux vous dire qu'après cette rencontre, vous allez vous précipiter pour l'acheter, pour vous-même ou pour vos enfants, plutôt pour vos enfants, quoique pour vous-même, c'est pas mal non plus. Wakfu, à la base, c'est une série en dessin animé diffusée sur France 3. C'est une bande de héros très attachants et haut en couleur. Il s'appelle Hugo, Ruel, Évangéline, Amalia et Tristepin. Ça se passe dans un univers où la nature joue un rôle important. C'est teinté de fantastique avec pas mal de créatures. Il y a un paquet de méchants, comme les Smiths. Je vous conseille pas de croiser leur route. Il y a aussi un côté fantasy et tout ça donne maintenant une série de livres jeunesse publiés chez Bayard à laquelle monsieur Christophe Lambert, ici présent, contribue. Alors Christophe Lambert, on ne l'a jamais fait, mais non, ce n'est pas le héros de Highlander, c'est un auteur de talent. Je dirais un romancier, je peux me permettre, Christophe, un peu geek, un peu nerd, qui adore la science-fiction, les jeux de rôle, mais voilà, qui manque pas d'humour, qui manque pas de fantaisie. J'ai l'impression que c'est pas un hasard, non, qu'on vous ait choisi pour écrire les Wakfu. Le fait est que dans les années 80, je jouais pas mal aux jeux de rôle. Alors à l'époque, c'était plutôt Donjons et Dragons. Je suis également tombé dans la Guerre des Étoiles quand j'étais petit, comme beaucoup de gens de ma génération. Et ce sont les éditions Bayard en fait, qui m'ont mis en relation avec Ankama, la société de production qui s'occupe du dessin animé. Je ne connaissais pas Wakfu. Ils m'ont montré les DVD, les 2 premières saisons. Et j'ai trouvé ça super, donc je me suis embarqué dans l'aventure avec grand plaisir. Et j'ai pas eu trop de mal, effectivement, à me glisser dans tout ça, parce que le cocktail action, humour, aventure, c'est un peu mon dada, déjà, dans le reste de mes productions. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans l'univers Wakfu ? L'alchimie entre les personnages. La bande de héros, il y a 5 personnages principaux, dont mademoiselle Évangéline, qui est l'atout charme de la bande de héros. Eh bien, il y a une partie comédie romantique entre Évangéline et Tristepin. Il y a des disputes, mais il y a également beaucoup d'amitié. Donc tout ça fonctionne très bien et ils sont attachants. Enfin, moi, je me suis vraiment laissé prendre au jeu, quoi. Alors, on parle d'alchimie. Est-ce que l'alchimie a bien pris justement avec les illustrateurs ici présents ? Comment vous avez travaillé ensemble ? Est-ce qu'on dessine, on écrit, on dessine ? Comment ça marche ? Disons qu'à la base, on ne connaissait pas Christophe. On a aussi été un peu mis en contact avec lui via Ankama. Bon, on est employés, Vincent et moi, au sein d'Ankama. Et puis finalement, on a un peu commencé à lire ce qu'il écrivait, les scripts. Et puis on a retrouvé ce qui se passait exactement dans la série. Donc au final, on n'était pas dépaysés. Donc ça s'est fait automatiquement, en fait, comme à la maison. Voilà. Il y a quand même une ligne directrice à suivre, non ? J'imagine que vous travaillez à partir de ce qu'on appelle une bible, dans le jargon. Quand on reprend une série télé, il y a des personnages qui sont déjà très très définis. Donc je ne sais pas si Christophe, vous avez pu prendre quelques libertés Alors moi, j'ai fait une réunion avec le réalisateur, Tot, et pendant 2 heures, on a essayé de trouver un endroit dans la saison 1 où on pouvait faire vivre de nouvelles aventures inédites aux personnages. Et on a trouvé entre l'épisode 13 et 14 une sorte de trou qu'on pouvait exploiter. Les héros partent en bateau. On ne sait pas forcément ce qui va leur arriver entre ces 2 épisodes. Donc moi, j'ai bâti un cycle à l'intérieur du cycle de la saison 1. Et après, j'écris mes synopsis. Ils sont d'abord validés par la maison d'édition, puis ça va chez Ankama, où on me dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Enfin, il y a des constants allers-retours. C'est un ping-pong entre la maison d'édition, les dessinateurs, moi, les personnes chargées du background pour vérifier que tout est cohérent dans le multimédia. Mais voilà, grosso modo, on y arrive au bout du compte. Alors à vos côtés, il y a Cécile, qui est une cosplayeuse. Qu'est-ce que c'est, Cécile, le cosplay ? Pouvez-vous nous parler un peu de cette discipline ? Alors, le cosplay, c'est le fait d'interpréter en costume des personnages qui sont tirés de films, de dessins animés, de jeux vidéo, de romans, de bandes dessinées. C'est une discipline qui se rapproche du théâtre. Au théâtre, on a le texte vraiment défini et l'apparence du personnage qui varie selon l'acteur. En cosplay, on va essayer de faire un petit peu le contraire. On se rapproche au plus possible de l'apparence du personnage et de son caractère. Et par contre, l'interprétation est libre. Donc on peut reprendre certaines phrases que disent les personnages. Par exemple, Évangéline va souvent surnommer son ami, son compagnon, cervelle de Yop, parce qu'il n'est pas très, très intelligent des fois. Il fonce dans l'action plutôt qu'il ne réfléchisse. Et du coup, je reprends de temps en temps
en interprétation des poses, des phrases clés des personnages. Voilà. Donc c'est une discipline qui a commencé, alors pas au Japon, on penserait que c'est avec les mangas, mais non du tout. Ça a commencé avec les fans de Star Trek, aux États-Unis. Puis ça tu as un petit côté vulcain. Oh non, c'est cool. Non, du tout. I'm joking. Quand je vous disais que c'était un peu un geek. C'est pas grave, on lui en veut pas. Alors oui, donc vous n'êtes pas une elfe, c'est ça. Expliquez-moi la différence. Qui êtes-vous réellement? Dans le monde des 12, il y a beaucoup de personnages qui ont les oreilles pointues. Les Yop, les Osamodas, bref, beaucoup de personnages ont les oreilles pointues. Et selon les divinités, il y a différentes classes. On va dire que les divinités accordent des pouvoirs particuliers à ceux qui croient en eux. Et moi, donc, je crois en la déesse Kra, qui est la déesse des archers. Et plus je vais utiliser les pouvoirs Kra, plus je vais augmenter mes sorts de flèches, etc., etc. Mais je vais garder les attraits des Kra, c'est-à-dire les oreilles les plus longues du jeu, les cheveux blonds, les yeux verts. Voilà, et une stature assez grande. Vous avez tout fait vous-même, là? Alors oui. Chapeau. Oui, alors les oreilles, ce ne sont pas celles que j'ai faites. Je suis en train de faire mes propres prothèses. Ce sont des prothèses en latex. J'ai recoupé et recoiffé ma perruque. J'ai rajouté des mèches parce qu'elle n'était pas assez volumineuse. J'ai fait vraiment tout mon costume depuis mon arc qui est en bois, en contreplaqué. Mes flèches qui sont un assemblage de fibres de verre. Alors ça, c'est de la paille récupérée chez McDo, et de la colle chaude. C'est beaucoup de débrouille, beaucoup de couture. J'ai travaillé avec du cuir, des pièces de cuir. On essaye vraiment d'avoir le rendu le plus réaliste possible sur un costume. Évangéline étant une chasseresse, j'ai essayé d'utiliser de la suédine et des tissus qui faisaient vraiment peau et guerrière. Voilà. En tout cas, ça colle vraiment au personnage. Alors, généralement, les livres donnent des dessins animés. C'est peut-être un peu plus rare que les dessins animés donnent des livres. Est-ce qu'il y a une difficulté à ça en tant qu'illustrateur ou en tant qu'auteur? Parce que les jeunes et les enfants sont vachement habitués aux personnages qui voient dans la série de France 3. Ils entendent les voix, etc. Comment on fait pour leur retranscrire le personnage pour qu'ils ne soient pas déçus, qu'ils aient toujours le même personnage en face d'eux? Déjà, on regarde la série avec attention, et puis voilà, on essaye de s'en imprégner, de repérer les tics de langage, les running gags, les phrases clés, et après on réinjecte tout ça. C'est comme quand on recherche de la documentation sur une période historique pour un roman, il suffit de prendre des notes et puis de réinjecter tout ça ensuite. Et pour le dessin, est-ce qu'il y a des subtilités, des choses qui changent par rapport au dessin animé lui-même quand c'est en version livre? Je dirais que comme Farhad et moi, on a bossé sur les 2 saisons. Moi particulièrement sur les personnages et Farhad sur les décors, on a pu avoir un bon point de départ, justement au niveau des références et au niveau du style. Après, la grosse différence entre le dessin animé et les illustrations du roman, c'est qu'on doit nous composer quelque chose qui n'existe pas au niveau de l'image. En fait, on doit travailler différemment d'un visuel d'écran télé, puisque c'est pas les mêmes cadres, ce genre de choses. On doit essayer de mettre ça en place. Puis après, comme disait Vincent, les caractères, on les connaît puisqu'on a longtemps travaillé là-dessus. Donc c'était assez facile finalement pour nous de travailler sur les romans, puisqu'on les côtoie au quotidien, les personnages. Alors, il nous reste que 30 secondes. Donc, en 30 secondes, pourquoi est-ce qu'il faut lire Wakfu? Et quand on est petit et quand on est grand? Déjà, si vous êtes fan de la série, vous retrouverez le parfum Wakfu. On a essayé vraiment de faire comme si des épisodes inédits venaient de sortir. Et apparemment, les fans ont l'air contents pour l'instant. Et sinon, si vous ne connaissez pas, c'est une occasion de s'immerger dans cet univers très très vaste. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à tous les 4. Et on a le plaisir, je crois, de vous retrouver toute l'après-midi là-bas dans le coin jeunesse. Allez-y, courez-y si vous avez envie de découvrir ce super dessin animé, cette super série de livres. Je vous y encourage vivement. Merci.